Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, madame. Merci de nous donner l'opportunité de vous faire part de nos préoccupations. Vu que le BAP traite aussi de la pertinence de valoriser les résidus d'amiante, nous, c'est surtout la méthode pour valoriser ces résidus qui nous pose problème, c'est-à-dire l'électrolyse au chlore, avec la traumatisante expérience de Magnola. Et je suis surprise que le ministère de l'Environnement n'ait pas pris ça en compte. Donc, ce que je souhaitais vous signaler, enfin, poser ma question. Oui, c'est ça. Pour poser ma question, je me base sur un article de Louis-Gilles Franqueur du 9 juin 2005, intitulé « Dioxine, furane et BPC au menu des chevreuils ». Les études ont été faites dans la chaire de serre de Virginie et par le professeur Jules Blais de l'Université d'Ottawa, qui mentionne... les BPC sont réputés pour affecter notamment le développement neurophysiologique des enfants, réduire la mémoire et engendrer des déficiences du système neurologique. Les dioxines et furanes sont des composés cancérigènes et mutagènes, de surcroît capables d'induire d'importants impacts neurotoxicologiques, a résumé le chercheur. Donc ma question, c'est... dans l'actuel BAP, dans son état des lieux, va-t-il nous révéler enfin les résultats d'analyse avant et après les émanations de Magnola concernant la qualité des sols, de l'air, de l'eau autour du site où était Magnola, le lait des troupeaux laitiers bovins et caprins échantillonnés entre 1997 et 2003. Il faut quand même préciser que nous sommes, Asbestos est au cœur du plus gros bassin laitier au Canada. Et la mesure d'accumulation d'organochlorés dans les organismes terrestres et aquatiques de la région, ainsi que la qualité des œufs de différentes espèces d'oiseaux échantillonnés alors. Et pour finir, la santé des travailleurs, parce qu'il semble que l'INSPQ mentionne des anomalies pleurales. Voici ma question. J'essaie juste de voir précisément le lien avec le projet. D'accord. Ou avec la problématique de l'amiante. D'accord. Donc... pour extraire le... Parce que là, vous faites référence à une technologie spécifique. Oui, c'est ça. Qui a été utilisée par Magnola pour extraire le magnésium des résidus d'amiante. Et c'est celle qui est actuellement en cours. Donc, cette technologie... actuellement en cours? Par Alliance Magnésium. Cette technologie d'électrolyse au chlore génère les organochlorés. Sinon, c'est la silicothermie qui est très peu utilisée. C'est bien. Vous avez fait le lien. Monsieur Walsh, est-ce que vous avez, des rapports de caractérisation sur un ou plusieurs des paramètres qui viennent d'être mentionnés par Madame? Je vais demander à la direction régionale. Puis, peut-être juste avant que vous répondiez, Monsieur Walsh, à votre connaissance, est-ce que Alliance Magnésium, je ne veux pas faire la discussion sur Alliance Magnésium, mais je dois au moins avoir cette réponse. Est-ce que Alliance Magnésium utilise la même technologie que Magnola utilisait? Écoutez, je n'ai pas étudié le dossier. On m'a dit que non, que c'était un peu différent et qu'il y avait possiblement moins d'émissions de dioxine, mais je demanderai peut-être à Madame la directrice Bergeron de répondre. Allez-y, Madame. Oui, bonjour. Je vais tenter une réponse. Est-ce que Magnola utilise la même... Est-ce qu'Alliance Magnésium utilise la même technologie que Magnola utilisait? C'est une base commune, mais ça a été peaufiné. Magnola a initialement été autorisé en 1998. La technologie a évolué rapidement. On a une base qui demeure la même dans le procédé, mais le tout a été peaufiné. Ça, c'est ma première réponse. Non? Oui. C'est pas clair pour moi, parce que là, elle parle vraiment d'émissions de dioxyde de chlorure. Est-ce que c'est de furane, pardon. Est-ce que c'est la même chose pour Alliance Magnésium? Alors, je comprends que le procédé de base est le même, mais le résultat? On n'attend pas d'émissions de dioxyde de furane de la part de Alliance Magnésium dans les données qu'on a analysées, dans la modélisation qu'on a. Parfait, c'est ce que je voulais clarifier. Merci. Et est-ce qu'il y a eu des mesures terrain? Il y a eu des modélisations parce que l'usine n'est pas construite. Oui, il y a eu des modélisations, mais est-ce qu'il y a eu une validation terrain? Il y a eu des échantillonnages terrain avant la construction de Alliance Magnésium. Mais avec les essais préliminaires qu'il y a eu?
jusqu'à Oui, il y a eu maintenant? des échantillonnages, là. Est-ce que actuellement. les échantillonnages confirment les résultats de la modélisation? Est-ce que... je m'excuse. Pouvez-vous me la répéter, Oui. s'il vous plaît? Est-ce que les résultats des échantillonnages terrain confirment les résultats de la modélisation? OK. Les premiers résultats ont été utilisés pour faire la modélisation. Non, mais après la modélisation, est-ce qu'il y a eu des échantillonnages terrain pour valider la modélisation? La modélisation a été faite. On a donné l'autorisation à Alliance Magnésium de construire une usine de phase qu'on va appeler pré-commerciale Oui. et la construction n'est pas faite ou n'est pas complétée. OK. Et donc, elle n'est pas en fonction pleinement, cette usine-là. Et donc, non, il n'y a pas eu, depuis, on ne peut pas comparer, ce n'est pas en cours actuellement. Mais l'autorisation, elle est là et ils peuvent procéder à la construction. Et donc, la réponse à madame? La réponse à madame était est-ce qu'il y a eu des échantillonnages dans l'eau, dans l'air, dans les sols, dans le lait et dans les œufs, bon, de certains, vous avez nommé là, certaines espèces bovines ou caprines. Il y a eu des échantillonnages dans l'eau, dans l'air, dans le sol. À ma connaissance, il n'y en a pas eu dans les eaux, dans les œufs, ni dans le lait. OK. Et qu'est-ce que donnent les résultats? Je ne les ai pas présentement, mais ce que je peux vous dire, c'est quand on a autorisé Alliance Magnésium, on a regardé l'état global du terrain, c'était conforme. Est-ce que vous pourriez déposer le rapport que vous avez utilisé pour évaluer la Les conformité? derniers, Oui. ce que je peux vous déposer, c'est le dernier rapport de suivi qui a été fait par Magnola, qui font encore des suivis là, annuellement dans des puits souterrains, dans des puits de haute surface et tout ça. Et puis, couvre quels paramètres? Là, je ne les ai pas par cœur, mais je me souviens que les chlorures étaient dedans, dioxine et furane étaient dedans. Dans les sols, dans l'eau? Dans l'eau principalement. Dans les sols, à ma connaissance, le suivi est complété depuis très longtemps. Mais on va avoir des échantillonnages d'eau qu'on peut vous présenter qui ont minimalement chlorure, métaux, dioxine et furane. Je crois que BPC y est aussi. Est-ce que vous avez dans ces rapports-là un profil temporel des concentrations? Oui, parce que OK. l'échantillonnage a été fait à toutes les années depuis la Donc, vous avez le fermeture profil. de Magnola en 2007. Et donc, on a des données assurément de 2007 à clairement 2015-2016, jusqu'à temps qu'Alliance revienne sur le site. Mais en fait, ma question, c'était au lieu de déposer des rapports annuels, si le dernier rapport contient les résultats des autres années, on n'a peut-être pas besoin d'avoir tous les rapports. Sinon, eh bien, il nous faudra tous les rapports. OK. C'est bon? Oui, Juste pour revenir, parce qu'il y avait quand même des émissions, est-ce que vous avez mesuré les émissions dans l'atmosphère? Par rapport à, est-ce que vous avez demandé une modélisation des émissions dans l'atmosphère pour Alliance Magnésium? Et quel suivi va être fait? On leur a demandé d'échantillonner l'air au temps zéro, donc avant leur construction, puis on leur a demandé d'échantillonner tout au long de leur projet. OK. Et dans leur procédé, est-ce qu'il va y avoir des émissions de fibres d'amiante, par exemple? Les étapes qui sont à risque, c'est quand ils vont prendre, là, je vais essayer de le vulgariser en fait, là, mais grosso modo, ils vont prendre les haldes avec, on va voir des pépines ou des pelles, et là, éventuellement, ils vont les rentrer dans l'usine pour partir vraiment leur processus. Et l'étape la plus critique, elle se trouve à être là. Quand la pelle, elle prend la halde, puis là, elle va la tamiser un peu, c'est là que le risque d'émission à l'atmosphère est le plus élevé, puis c'est là qu'on a concentré nos demandes là, pour avoir de l'échantillonnage à cet endroit-là. Mais en fait, vous parlez de deux choses distinctes. Là. Effectivement, ça, c'est pour l'amiante. Oui. Madame ne parle pas d'amiante. Madame parle de BPC, donc dioxine furane. Donc, les résultats, le rapport que vous allez déposer touche spécifiquement les dioxines et furanes, j'imagine? Le rapport de suivi des eaux dont je vous parle? Oui, il y a des dioxines furanes là-dedans qui ont été échantillonnés. C'est ça. Donc, ça répondrait à ces questions. Et puis, bon, l'autre réponse, on va y revenir de toute façon, parce que, évidemment, la remise en suspension de fibres d'amiante lors de travaux de tous ordres là, pose un problème d'estimation de l'exposition, tant des travailleurs que de la population. Donc, on a plusieurs séances et nous allons revenir là-dessus. Ça va, madame? Monsieur Zayed, est-ce que je pourrais compléter la demande par rapport à l'usine pilote? Parce qu'elle doit en émettre aussi. Bien, elle vient de répondre qu'il n'y en a pas encore. Ben, il y a une usine pilote. Non, cours. oui, d'accord, mais il n'y a pas encore des résultats de terrain. C'est ce que j'ai compris. Ce que je peux vous dire, il y a eu 3 phases dans Magnola. Il y a eu l'usine pilote. On ne parle pas de Magnola. Pas dans, ben, OK. Je vous parle souvent de Magnola, puis j'ai l'air de mêler Magnolia puis Alliance. Non, Magnola, c'est réglé.
Oui, mais Alliance Magnésium, vous Maintenant, savez qu'ils sont propriétaires de Magnola et que l'autorisation Oui. est dorénavant délivrée au nom de Magnola. Oui, oui. Fait qu'il y a l'ancien Magnola et le nouveau Magnola, c'est Alliance. C'est clair? Est-ce que ça s'est fait par session d'autorisation ou il y a Non, eu une nouvelle l'autorisation, au autorisation? moment où elle a été délivrée à Alliance Magnésium, elle a été délivrée véritablement au nom de Métallurgie Magnola. Parfait. Alors, madame, sa dernière question, sa dernière demande, en fait, c'était Magnola 2. Oui, c'est ça. Bon, ça, c'est clair. Magnola 2 a eu 3 étapes, si on veut. Il y a eu un projet pilote, et là, je me souviens plus de la quantité, mais c'était une affaire comme 10 tonnes de magnésium. C'était petit. Ça a été autorisé, je crois, en décembre 2015. On voit quelque chose dans la grandeur d'un garage, là. Et là, ils ont fait des tests avec des équipements sur des tables. On voit quelque chose de tout petit. À la fin, ils ont vu qu'ils étaient capables de produire des lingots de magnésium. Ça, on a quelques échantillons, mais c'est à grandeur toute petite, puis l'échantillonnage était pris à même l'intérieur du garage. Donc, l'usine pilote, ils ont eu une autorisation. Ils avaient 9 mois pour faire leurs tests. Ils les ont fait, c'est complété. Deuxième chose qu'il y a eu, c'est une autorisation pour une usine pré-commerciale. Cette autorisation-là a été délivrée en mars 2019 et la construction est en cours. Et comme elle n'est pas complétée, on n'a pas de résultat. C'est bon. Alors, Monsieur Magnan. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Monsieur. Je me présente. Je suis Régent Dupras, citoyen concerné. Et vous me permettez d'avoir justement une question parce que on me parlait de Magnola 2. Attends, on parle des revalorisations de la fibre d'amiante, excusez. C'est l'heure à laquelle on peut faire des lapsus comme ça, là. Ouais, si on veut. Allez-y. Mais c'est pas une situation drôle, si on veut. Non, non. Bon, je vous remercie. Bon, par en revenir à Magnola 2, va-t-il y avoir un BAP, vu que ça devient une usine plus grosse? D'accord. Alors, je pose la question à Monsieur Walsh. Je ne connais pas les projets en détail. Mais Mme Moffat-Bergeron va répondre, je D'accord. pense. Allez-y, Magnola madame. 2, c'est vous qui nous aviez présenté ça? Oui, bonjour, Monsieur Votre le nom, Président. s'il vous plaît. Sophie Moffat-Bergeron, je suis directrice régionale en Estrie. Et donc, le projet de Magnola 2 a été autorisé par la Direction régionale de l'Estrie. Actuellement, je vous ai parlé d'une autorisation qui était pour une phase pilote toute petite, non assujettie au règlement sur l'évaluation et les examens des impacts sur l'environnement. La phase pré-commerciale, qui a été autorisée en mars dernier, est toujours sous le seuil de ce règlement-là. Pour avoir un BAP en bonne et due forme, il faut être assujetti au règlement sur l'évaluation et les impacts sur l'environnement. Et actuellement, la phase pré-commerciale de Magnola, ils sont sous le seuil. S'ils passaient à une 3e phase, qui est une possibilité, mais qu'on n'a pas de certitude, et qui dépassaient le seuil du règlement, ils seront assujettis à toute la procédure, et là, le BAP pourrait être interpellé. C'est quoi le seuil du règlement? Ce public, on pourrait vérifier facile. 10 tonnes, S'il vous plaît. Excusez. Je pourrais vous le valider assez rapidement. Le règlement, il est public. D'accord. Vous pourriez nous le confirmer dès demain? Oui, sans problème. D'accord. Alors, voilà. Donc, est-ce que vous avez compris la réponse? Ou... Ben, On pourrait peut-être pourrait apporter une réponse tout de suite. Ah, je ben pense. allez-y. pas vraiment, Ils ont la moi, réponse je- tout de je suis suite. pas tout à... Madame Bélanger. Ils ont la réponse. Allez-y. Je m'excuse, là, un petit moment de confusion. Madame, Bonjour, votre nom? Annie Bélanger, de la Direction des évaluations environnementales. Dans le cas d'un projet comme Magnolia 2, au niveau de la métallurgie extractive, le seuil d'assujettissement est de 40 000 tonnes annuellement. Pas annuellement. Oui. D'accord. Puis actuellement, ils procèdent de façon expérimentale avec combien de tonnes? Si ma mémoire est bonne, c'est autour de 11 000. Donc, De 11 000. oui. Donc, avec une phase peut-être commerciale, s'il dépasse le seuil de 40 000 tonnes annuellement de capacité maximale, à ce moment-là, il serait assujetti à la procédure. D'accord. Merci. Voilà. Ça répond? Ça répond. Oui. D'accord. Et non. Merci. Merci Bonne à vous. chance, monsieur. Merci. Allez-y, Monsieur Soumy. Oui, bien, bonsoir à tous. Ma question, en fait, j'aimerais savoir s'il existe des chiffres sur la teneur en amiante dans les résidus miniers asbestriens. Dans sa présentation tout à l'heure, M. Walsh a présenté des chiffres. Je suis assis pas mal en arrière, je voyais pas bien. Je pense que les chiffres s'appliquaient à Thetford Mines, mais est-ce qu'on aurait une valeur, par exemple, relative et, si possible, poids-poids et non volume-volume?
Oui, d'accord. Alors, M. Walsh, est-ce que vous avez caractérisé les résidus miniers amiantés à asbestos? On va commencer par ça, là. Bonne idée. Peut-être pendant qu'ils y pensent, au MERN, est-ce que de votre côté, vous avez des informations sur la caractérisation des résidus miniers amiantés à asbestos? Non, malheureusement, on ne détient pas cette information-là. D'accord. Donc, M. Walsh? Selon notre information, là, ça a été fait qu'à Thetford Mines. D'accord. Ça répond. En fait, dans les médias, Alliance Magnésium, qui représente le principal projet de revalorisation dans notre région, présentait des pourcentages. Je me demande d'où viennent ces données-là. On parlait de 1,5 à 1,7 voire 2 Et si je ne me trompe pas, je pense qu'on parlait de fibres d'amiante libres, c'est-à-dire probablement la forme d'amiante la plus susceptible d'être dangereuse pour la santé. Je comprends qu'il y a beaucoup de subtilités, là, mais ces données-là ont dû être, doivent provenir de mesures qui ont été effectuées. Je souhaiterais que le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Énergie et des Ressources, si vous pouvez examiner la question, puis nous revenir demain, voir si vous avez une réponse ou pas. Mais en fait, si je peux me permettre, dans la caractérisation, justement, de l'utilisation des résidus miniers dans les projets pilotes, est-ce que vous l'avez fait? Alors, est-ce que si vous pouvez nous apporter cette réponse-là lors de l'autorisation du projet pilote d'Alliance Magnésium? J'ai demandé le dépôt du document. Oui, pardon, je n'ai pas été claire, je m'excuse. Ou d'un autre projet de valorisation qui utilise les résidus miniers à asbestos. Voilà. On essaiera d'avoir la réponse dès demain. Merci, Merci. monsieur. Madame Annette Rossier, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur, madame. Comme vous avez répondu à la question... Attendez, non, il y a monsieur- trop de bruit, s'il vous OK. plaît. S'il vous plaît. Allez-y, madame. La question concernant s'il y aurait un BAP pour l'usine Magnolia 2 qu'on vient d'apprendre qui sera nommée. 2 sections 3. Oui, section 3. Mais ça dit qu'il y avait 3 étapes. Là. Ça serait la Ah, troisième OK, étape voilà, de Magnolia 2. voilà, pour la section 3, évidemment. En attendant la section 3, alors, parce que le BAP a l'avantage de nous fournir vraiment beaucoup de détails. Moi, je l'ai vécu avec Magnolia 1, où ce qu'on a vu un rapport, où ce qu'on avait pu exactement comprendre exactement comment ça se passait dans l'usine, tous les polluants et tout. Et ça, c'était vraiment très intéressant, instructif. Et là, en l'absence de BAP, jusqu'à un volume de 40 000 tonnes, comme j'ai compris, comment, en tant que citoyen, on va avoir accès à une information de cette qualité que le BAP nous fournissait? C'est ça ma question. Où accéder à une documentation bien détaillée et précise et pas forcément uniquement du promoteur? Monsieur Walsh, si un projet quelconque ne passe pas par une audience publique et par le Bureau d'audience publique sur l'environnement, comment un citoyen peut faire pour trouver des informations relatives à ce projet-là? Si vous pouvez vous nommer, madame. Isabelle Olivier. En fait, la loi sur la qualité de l'environnement, la nouvelle loi, parce qu'elle a été modifiée, et les autorisations, de même que tous les documents qui font partie intégrante de l'autorisation, ont un caractère public. Donc, les gens peuvent demander une copie de l'autorisation et des documents qui en font partie intégrante. Donc, tout le projet serait public, est-ce que madame peut avoir accès à ce dossier-là? Bien, dans l'autorisation qui a été délivrée et les documents qui ont servi à évaluer l'acceptabilité du projet, oui. De quelle manière? En faisant
Ouais, J'imagine que c'est à moi que vous parlez. Ouais. D'accord. Alors, une après l'autre. Donc, vous complétez l'information. Il s'agit d'en faire la demande, ça peut être à la direction régionale. Puis, ça va suivre son cours. Donc, l'information n'existerait pas sur votre site Web? Non, pas encore. Ça viendra éventuellement, mais pour le moment, ce n'est pas encore possible. Il faut en faire la demande au cas par cas. Si madame, vous lui donnez accès, vous lui donnez l'information et qu'elle désire vous faire part de certaines de ses observations, est-ce que c'est possible? Il faut voir à quoi ça va servir, parce que dans le cadre d'une demande d'autorisation, bon, là c'est dans la situation où l'autorisation est déjà délivrée, là. Dans ce cas-ci, l'autorisation est déjà... Non, mais elle parle, elle, du futur projet. Mais en fait, moi, je l'ai éclaté. Je ne faisais plus référence à Magnolia 2. Je disais à M. Walsh, si pour un projet donné, qui ne passe pas par le bureau d'audience publique sur l'environnement et qu'un citoyen désire avoir de l'information sur ce projet-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire la demande à la direction régionale. La demande comme telle a un caractère public. La demande a un caractère public, mais est-ce que le dossier est public? Le dossier, notre évaluation comme telle... Que ce soit votre évaluation, que ce soit le dossier qui vous a été soumis par le promoteur ou l'initiateur? Oui, c'est ça. Bien, c'est ce que j'appelle la demande. D'accord. D'accord. Ce que j'appelle la demande qui contient toute l'information sur le projet, les contaminants qui peuvent être rejetés dans le cadre du projet. Tout ça a un caractère public. C'est sûr qu'il peut y avoir des secrets industriels et commerciaux qui vont être protégés. Mais tout ce qui est, en fait, la loi, ce qu'elle prévoit, c'est que tout ce qui est contaminant, point de rejet, source de contaminants, etc., tout ça a un caractère public. D'accord. Et si maintenant, madame a cette information et veut vous faire part de certaines observations, est-ce que c'est possible? Bien, il arrive dans certains dossiers que des citoyens nous fassent part de certaines informations ou des craintes, ou soulèvent des craintes. Mais c'est sûr que ça peut être pris en compte, mais ça ne veut pas dire qu'on donne une réponse spécifique. Mais il est possible que ça peut soulever certaines questions qu'on va poser aux demandeurs d'autorisation. Et est-ce que la personne qui vous écrit, vous lui répondez? La réponse comme telle, la décision qu'on va prendre par rapport à... Non. Pas vraiment. Mais c'est exceptionnel, hein? C'est des situations comme ça, là. C'est très rare qu'on voit ça, des citoyens qui nous interpellent pendant qu'on analyse le projet. C'est excessivement rare. Mais, en fait, ma collègue me souffle à l'oreille, peut-être qu'ils ignorent qu'ils peuvent avoir accès à l'information, mais peu importe. Oui, mais c'est pour ça qu'éventuellement, il y aura... Tout ça sera disponible sur notre site Web, mais on n'est pas prêt encore. D'accord. Monsieur Magnan? Et ça, est-ce que ça inclurait, ce qui est public, les données du suivi environnemental que fait l'initiateur après qu'il y a eu son autorisation? Toutes les données environnementales qui sont en possession du ministère ont un caractère public. Excellent. Merci. Voilà. Merci, madame. Merci. Madame Dominique Desjardins. Bonsoir, madame. Je voudrais savoir combien de gaz à effet de serre serait généré dans le cas de la transformation des résidus d'amiante en magnésium pour chaque kilo de celui-ci. Rappelons que à elle seule, Magnolia a ajouté 10 des GES générés par toutes les industries du Québec et que l'ONU nous presse de réduire de 8 par an tous nos GES pendant 10 ans. Votre question m'embête, je vais vous dire pourquoi. C'est que c'est une commission qu'on appelle communément générique, ça veut dire qu'elle n'examine pas un dossier en particulier. Si c'est une commission qui siégeait pour examiner le dossier d'une entreprise X, qu'elle soit Magnolia ou autre,
cette question-là serait très pertinente. Mais sinon, si à défaut de ça, là, nous allons parler strictement de façon virtuelle parce qu'il faut connaître quel genre d'entreprise, c'est quoi ses objectifs, c'est quoi sa production pour pouvoir demander au ministère de l'Environnement ou à d'autres ministères l'évaluation ou la modélisation de l'évaluation qui nous permet d'apprécier la quantité de rejet de gaz à effet de serre. Mais pour cette commission-là, malheureusement, je ne peux pas donner suite à votre demande. Je pourrais peut-être aider Madame dans la reformulation de sa question. On pourrait demander au ministère, est-ce que dans les autorisations que vous donnez, vous tenez compte pour n'importe quelle industrie qui vous demanderait de faire de la valorisation, est-ce que ça fait partie de vos considérations environnementales? Il a été beaucoup plus habile que moi, Madame. Isabelle Madame? Olivier. La loi sur la qualité de l'environnement a été modifiée en 2017, entrée en vigueur en 2018, à l'article 24. Il est possible de considérer les émissions de gaz à effet de serre dans les situations qui sont prévues par règlement. Ce règlement-là n'est pas encore en vigueur. Donc ça, c'est pour les autorisations ministérielles, celles qui sont délivrées dans les directions régionales, contrairement à celles qui sont, qui sont issues d'un BAP, de la procédure d'évaluation environnementale. Ça, c'est une autorisation gouvernementale, c'est un décret du gouvernement. Mais dans les autorisations ministérielles, éventuellement, ça va se faire, mais seulement dans les cas prévus par règlement. Puis ce règlement-là, normalement, devrait... il est en préparation. Merci, c'est un bon éclaircissement quand même. Mais est-ce qu'ils vont être soumis à ça quand même, même si le règlement arrive plus tard? Ben, pardon, vous pourriez me corriger, mais je pense qu'actuellement, comme le règlement n'est pas encore en vigueur, vous ne pouvez pas tenir compte de cet aspect-là au niveau régional. Actuellement, non. Et on ne reviendra pas dans le passé. Oui, ça, je comprends. OK. Donc, ça va s'appliquer lorsque le nouveau règlement sera en force. Pour les nouvelles demandes qui vont... OK, parfait. Ouais, Merci beaucoup. Pour les nouvelles demandes, mais pas pour cette entreprise-là. Ça dépend quand est-ce qu'elle arrivera. C'est exactement son propos. OK. Merci, Madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Virgile Duprat. Moi aussi, je vais reformuler ma question pour être un petit peu plus générale. Considérant que les projets miniers ont une longue histoire de refiler la facture de nettoyage aux contribuables, considérant que le projet, par exemple, Alliance Magnésium, produirait hypothétiquement une piscine toxique semblable à celle de Magnola, considérant qu'on peut présumer qu'une entreprise comme Alliance Magnésium n'a pas les reins aussi solides que Noranda pour faire face à, comme par exemple, du dumping chinois, a-t-on prévu la mise sur pied d'une fiducie pour payer... prévoit-on la mise sur pied d'une fiducie pour payer l'entretien de ce genre de passif environnemental en cas de faillite du promoteur, comme par exemple Alliance Magnésium? Je ne sais pas pourquoi vous avez dit que vous parliez en général. Mais peu importe. Ah oui? Alors, je vais adresser la question au MERN. Oui, les projets de valorisation comme celui dont on parle doivent faire l'objet d'un plan de restauration qui est accompagné d'une garantie financière. Donc, le promoteur doit déposer, doit fournir les montants là, avant le début de la production au gouvernement, avant d'avoir une autorisation pour pouvoir procéder. Donc, c'est le moyen dont le MRN dispose là, pour prévoir ce genre de situation-là où il y aurait une faillite de l'exploitant.
Et en général, ce montant-là est déposé au tout début du projet, à la fin du projet, au milieu du projet, où il est étalé? Oui, il est déposé au tout début du projet. En totalité? En fait, c'est 50 du montant qui doit être déposé dans les 90 jours, de l'acceptation du plan de restauration. Puis, le 25 ensuite, c'est deux versements de 25 là, pour le 50 qui reste, qui doivent être déposés à la date anniversaire de l'acceptation du plan de restauration. Donc, dans les 2 ans, là, il est déposé 100 de la garantie financière. Mais le ministère pourrait demander, là, dans un cas où il y aurait une inquiétude quelconque, que la compagnie pourrait faire faillite ou, pour quelque raison que ce soit, là, le dépôt plus rapide de ces sommes-là. Et c'est vous qui fixez le montant? Le montant est calculé à l'intérieur du plan de restauration. Le promoteur doit présenter le détail, doit présenter un détail du calcul. En fait, c'est le promoteur qui fait le détail. Nous, on va contre-vérifier ce détail-là. Si on pense ou si, après notre analyse, on croit que ces montants-là sont justes, ça va être ces montants-là. Sinon, nous, on revise, on fait les calculs et c'est notre calcul à nous, là. Généralement, on comprend que dans ce cas-là, il serait plus élevé, là, parce que mais c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Et qu'est-ce qui arrive pour tout ce qui a trait au passif pour lequel vous n'avez pas eu de garantie financière? Justement, demain... Donc, Madame Fournier. Oui, bonjour, je m'excuse. Demain, dans le cadre de la présentation qu'on va faire, on va apporter des distinctions parce que il y a des dates prévues par la loi et nous avons un article rétroactif. Là. Alors, demain, on va tout vous expliquer ça. D'accord. Ça va nous faire plaisir. C'est bien gentil. Pour être certain, le détail du plan de restauration est de nature publique? Madame? Oui, le détail du plan de restauration est de nature publique une fois qu'il est approuvé. Depuis 2013, ils sont accessibles direct. Les plans de restauration approuvés sont disponibles directement sur le site du ministère avec toute la documentation là, qui a servi à faire l'analyse, incluant là, les montants qui sont déposés en garantie financière. Merci beaucoup. Merci, Madame Dallaire. Merci, monsieur. Madame Jocelyne Bergeron. Bonsoir, messieurs, mesdames. Je suis agricultrice et je n'ai jamais travaillé à la mine, mais j'ai toujours vécu dans la proximité. Magnolia 1, tantôt j'ai été heureuse d'apprendre que Magnolia 2 devenait Alliance. Dans les audiences du BAP pour Magnolia 1, il y avait eu la demande d'analyse alimentaire pour savoir s'il y avait des résidus. Les organochlorés sont des matières volatiles qui ont contaminé la chaîne alimentaire. Quand j'ai posé les questions, ma ferme a été exclue des échantillons. On me trouvait trop pointu, mais j'ai des amis qui avaient les rapports. Je l'ai contacté et dit oui, chez nous c'était positif. Il y avait eu accroissement des toxines, sauf que ces documents ont tous passé au feu au mois d'avril. La ferme a brûlé au complet. Alors, je n'ai plus accès à ces détails-là, sauf que ça doit encore exister, les rapports d'analyse. Quand on dit que Alliance Magnésium va utiliser sensiblement le même processus amélioré, je veux être certaine qu'il n'y aura pas d'évaporation par les évents d'organochlorés qui vont encore contaminer l'alimentation. Moi, en tant qu'agricultrice, je dois garantir la salubrité des aliments que je mets sur le marché. Et selon moi, il y a un danger. Pour l'extraction de la pierre sur les résidus, pour les amener dans les camions jusqu'à l'usine, j'ai aucune inquiétude. Il y a moyen technique facile de régler la contamination. Mais au niveau où on ajoute les acides et que l'on procède à l'extraction, mes craintes sont énormes. J'essaie d'être aussi habile que mon collègue et de transformer votre propos en question, là. Mais... Vraiment, j'ai de la difficulté. Je peux vous la donner. Allez-y.
peut-on obtenir les premières analyses que Magnola a eu à produire sur la contamination de la chaîne alimentaire? D'accord. Monsieur Walsh. Je dirais que c'est potentiellement du matériel qui est certainement accessible. Par contre, est-ce que c'est archivé? Il faudrait que je vérifie. Là. Pourriez-vous faire la vérification et venir demain avec une réponse? Oui, je vais s'il vous plaît. faire cette... Et soyez sûre, madame, même si c'est un petit peu en dehors de notre mandat, nous allons assurer le suivi. Parce que j'ai cherché les documents et je ne les trouve nulle part. Alors oui, je voudrais mettre la main dessus. D'accord. Merci. Mais écoutez... c'est un constat. Nommez-vous. Jocelyne Bergeron. J'ai pas lu ma question tantôt. Mais écoutez, normalement, je ne devrais pas vous accepter. Hein? Pourquoi le ministère de l'Agriculture n'est-il pas présent à cette commission? On parle de tout ce qui sort et tout ce qui sort redescend. La contamination de l'alimentation est un fait reconnu. Pourquoi ils ne sont pas là? Écoutez, nous avons... Peut-être que demain, on pourrait avoir une réponse? Non, je peux vous répondre dès maintenant. Nous avons invité 8 ministères, plus la CNESST, plus 2 ministères fédéraux. Ce sont les ministères que nous avons ciblés comme étant probablement les plus pertinents pour notre mandat. Ceci étant dit, j'ai précisé dans mon discours d'ouverture que rien n'empêche la Commission d'adresser des demandes écrites à d'autres ministères si nous jugions la chose nécessaire. Donc, si vous arrivez avec des questions pour lesquelles le ministère de l'Agriculture pourrait nous fournir une réponse, il n'y a rien qui empêche la Commission de lui adresser ces réponses-là par écrit, et ça sera public. Les questions adressées seront publiques et les réponses seraient publiques. Mais ce n'est pas un automatisme. Il faut que la Commission fasse sienne ces questions-là. Ça veut dire que la Commission soit convaincue que la question et les réponses sont très pertinentes et utiles à leur dossier. Mais ceci dit, il n'y a rien qui nous empêche de le faire. C'est bon? Merci. Bon après-midi, madame. Bon après-midi. Bonjour, messieurs, dames. Ma question posera, excusez, sur la page 8 du rapport sectoriel 4.8, c'est-à-dire, je crois, économie et innovation. Oui, c'est correct? Je vous attends. Okay. Je vous attends. Alors, un petit rappel pour la population en général, que la mission du BAP est d'éclairer la décision gouvernementale dans une perspective de développement durable, donc tant du point de vue écologique, social qu'économique. Puis j'ai regardé les 16 recommandations, donc santé et qualité de vie, protection de l'environnement, prévention, précaution, préservation de la biodiversité, respect de la qualité du support des écosystèmes, pollueurs-payeurs, internalisation des coûts, et il y en a d'autres. En fait, vous faites référence au principe du développement durable. Qu'on est supposé adopter depuis déjà longtemps, parce qu'il y a une loi là-dessus. Le ministère de l'Environnement, je pense, a aussi cette charge-là. Donc, je vois dans le rapport en question, 4.8, il est mentionné beaucoup d'entreprises existantes ou futures concernant la valorisation des résidus miniers. Comme hier, moi j'irai spécifiquement sur le point de la valorisation des résidus miniers pour faire du magnésium par le processus d'électrolyse au chlore qui nous inquiète. Et donc je vois que Alliance Magnésium est de nombreuses fois citée dans ce rapport. C'est Alliance Magnésium, mais ça pourrait être d'autres qui utiliseraient le même procédé. Moi, peu importe, c'est le procédé qui nous interpelle. Alors, non seulement on parle d'économie durable, de développement durable, mais aussi d'économie circulaire, tout en réduisant l'empreinte environnementale et en contribuant au bien-être des individus et des collectivités, je cite dans le document, et même préserver les écosystèmes. Alors, ce que je voudrais mettre en parallèle et poser la question comment c'est conciliable, quand je vois dans la firme qui travaille par exemple avec Alliance Magnésium, Seneca, ingénierie conseil, le procédé est hautement énergivore. Une autre firme, Hatch, qui est énorme, là, ils ont des travaux un peu partout dans le monde, et d'ailleurs, ils ont travaillé sur une
une méga entreprise de magnésium par électrolyse en Chine qui est en faillite alors qu'elle a démarré en 2016. Monsieur Joe Lombard de Hatch nous dit « Les qualités vertes du magnésium sont encore à confirmer. Pour faire pencher le verdict en sa faveur, il faudrait réduire les gaz à effet de serre à l'étape du processus primaire, je crois, parce que c'est dans le coin de ma feuille, là, du processus primaire. Voilà. Et il nous dit aussi, Monsieur Joe Lombard de Hatch, la gestion des dégagements gazeux est toujours importante, mais elle devient critique dans une usine de production de magnésium par électrolyse en raison de la toxicité des gaz libérés. Je m'appuie aussi pour poser la question comment c'est conciliable sur le PR 4.1b, je suppose que c'est la santé, qui nous dit en page 35, ce cadre devra aussi tenir compte des effets cumulatifs potentiels de l'ensemble des polluants générés par les projets de valorisation. Et en page 37, pour finir, aucune valorisation des résidus ne devrait être permise à moins d'avoir l'assurance que d'autres substances, silice, dioxine, furane, etc., ne viendront pas contaminer l'environnement. Voilà, donc comment est-ce compatible tout ça? Je suis bien content que vous ne posez pas la question à la Commission, que je suis juste la charnière. J'adresserai la question directement au ministère de l'Économie pour voir un peu comment sa philosophie ou son idéologie à travers laquelle les projets de valorisation s'inscrivent dans une économie circulaire et souscrivent au principe du développement durable. OK. La question est quand même complexe, là. Donc, écoutez, si vous voulez prendre le temps d'y réfléchir, on peut faire la pause dès maintenant, puis revenir avec votre réponse. C'est comme vous voulez. Ça peut être ça. C'est comme vous voulez. Non, c'est comme vous. C'est que je peux amorcer peut-être une question, parce que, tu sais, il y a quand même plusieurs choses qui ont été mises bout à bout, là. Donc, nous, quand on analyse un projet économique, on s'assure que l'entreprise va respecter les lois, les règles, les règlements. Donc, on demande des questions techniques. Mais naturellement, on n'est pas les gens qui opéreront ces équipements-là. Donc, on demande à ce qu'ils nous fournissent les éléments qui vont nous permettre de se dire que ces équipements-là sont conformes et qui vont respecter les lois en vigueur. Donc, les entreprises font aussi des revues diligentes quand ils font les investissements. Les revues diligentes sont portées à notre attention. On les regarde, on pose des questions pour s'assurer que ça répond aux besoins. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Je ne peux pas vous dire l'équipement que l'entreprise va utiliser. Elle va faire telle chose. L'équipement appartient à l'entreprise, puis c'est l'entreprise qui l'opère, puis qui doit respecter les règles et règlements. Monsieur Walsh, de votre côté, de votre ministère, est-ce que vous avez une responsabilité pour examiner, évidemment, la nature du procédé et ses impacts sur l'environnement? Absolument. Je pense qu'on fait le tour des différentes émissions qui sont associées à un projet et sont analysées en fonction des recommandations. Du côté de l'eau, par exemple, on fait des OR, des objectifs environnementaux de rejet, qui tiennent en compte les propriétés toxicologiques, y compris les aspects de bioaccumulation et de persistance dans l'environnement des différentes substances. Donc, les objectifs environnementaux de rejet sont utilisés pour l'évaluation, par exemple, des plans de restauration que pourrait suggérer au ministère le MERN. D'un autre côté, pour des émissions, sans faire d'aller directement sur un projet particulier, mais des émissions de substances qui peuvent avoir donc des effets de persistance et de bioaccumulation, comme les dioxines furanes, à un moment donné, il y a des décisions qui se prennent et il y a des normes qui sont établies. On a parlé des normes tout à l'heure et à quel endroit on met les normes. Des fois,
des types d'effets continus. Mais certaines fois, il faut trancher et mettre une norme à un certain endroit. Donc, pour les dioxines furanes, il y a une norme dans le règlement sur l'assainissement de l'atmosphère pour l'air ambiant. Et est-ce que vous avez des objectifs environnementaux de rejet spécifiquement pour l'amiante? Pour l'amiante, il n'y en a pas, je pense pas. Pour les résidus d'amiante? En fait... Non, ce sont des normes... je pense qu'ils sont par contaminants, donc ça sera des normes, par exemple, ça pourrait être sur le nickel, sur le magnésium, mais je ne crois pas. Je vais vérifier, là, mais prenez ma réponse comme telle pour l'instant. OK, c'est bon. Ma question pour Mme Pépin. Donc, si je comprends bien, lorsque vous apportez une aide financière à un promoteur pour développer un projet, vous ne consultez pas vos collègues du ministère de l'Environnement pour déterminer si ce promoteur-là respecte les conditions de l'environnement dans le développement de son projet. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que je comprenais, c'est que vous dites, ce que vous avez mentionné, c'est que nous, on n'a pas les spécialistes pour le faire. Mais en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est comment ça se fait tout ça, parce que c'est quand même des montants. Je voyais les montants qui sont rapportés dans votre rapport sectoriel, c'est quand même assez important. Donc, ma question est assez simple. Est-ce que vous vous assurez, avant d'octroyer un montant là, qui va souvent dépasser les plusieurs millions de dollars, que le projet qui vous est présenté va respecter les normes environnementales de votre gouvernement, dans le fond? Oui, oui. Donc, on travaille avec tous les ministères pour savoir si les gens ont leur certificat d'autorisation, s'ils ont les méthodes de travail et tout ça. Donc, c'est fait. Souvent, les entreprises, c'est une des missions du ministère, c'est-à-dire de faire des comités interministériels où on va inviter tous les ministères pour que l'entreprise puisse présenter puis adresser les différents questionnements, les différentes problématiques pour faire évoluer le projet jusqu'à la décision d'investir. Donc, chacun des ministères, on partage entre nous, mais on partage aussi avec l'entreprise, puis l'entreprise partage aussi avec les différents ministères l'avancement du projet. Je voudrais peut-être ajouter quelque chose. L'idée de valoriser les HALD, c'est aussi dans l'esprit de donner une... Tu sais, on parlait d'économie circulaire tantôt. C'est aussi pour éviter de continuer à exploiter, dans le fond, des minerais, puis d'utiliser un minerai qui est déjà exploité. Bien, une matière première qui est un résidu, dans le fond, mais qui est une matière première pour une nouvelle entreprise. De pouvoir exploiter cette matière-là, puis qu'on va y chercher sa valeur, puis les produits qui sont dedans, puis y donner une valeur économique. Donc, dans la circularité, on donne une nouvelle vie aux ressources qui sont déjà extraites, sur lesquelles on a mis de l'énergie, de l'argent d'énergie, donc autant électrique que toutes les énergies qui ont pu être utilisées pour extraire ces matériaux-là. Donc, on les réutilise pour pouvoir faire une nouvelle matière première. Donc, c'est vraiment là-dessus que c'est basé aussi. Madame Pépin, je veux juste bien comprendre votre intervention. Vous êtes en train de me dire que le gouvernement octroie de l'aide financière seulement si le projet obtient son certificat d'autorisation. Bien, ça dépend de l'étape du projet. Alors, donc, ça dépend de l'étape du projet. Donc, c'est sûr que quand c'est une étude, exemple, une étude de faisabilité, donc on est très, très au début du processus. L'entreprise veut évaluer si son projet a un potentiel. Donc, on va faire une aide financière qui a différentes formes, là, mais on va faire une aide financière pour que l'entreprise aille vers la prochaine étape de décision. Ça peut être une aide financière en innovation, donc c'est-à-dire qu'ils vont aller vers une usine, qui vont aller vers, mettons, des étapes de pilotage ou des choses comme ça. Chaque étape, puis on encourage les entreprises, justement, de ne pas aller vers un projet d'investissement d'une entreprise, surtout quand c'est des nouvelles technologies, des choses comme ça. Donc, on les encourage à faire chacun des jalons qui vont leur permettre d'aller acquérir de l'information pour pouvoir peaufiner leur projet, puis avoir un projet qui tient la route.
Bonsoir, messieurs, dames. Oui, bonsoir. Ma question est d'ordre économique. Je me posais la question, est-ce qu'on n'aurait pas avantage à investir dans les petites et moyennes entreprises à la lumière d'un bref post-mortem de Magnola? Dans l'article de Louis-Gilles Franqueur, il est mentionné que le taux de fonctionnement s'était limité à l'époque entre 16 et 43% de sa capacité maximale en raison de problèmes de rodage. Et j'ai eu l'occasion d'aller visiter Magnola quelques semaines avant sa fermeture en compagnie de Roméo Bouchard et Maxime Laplante, qui étaient les présidents et vice-présidents de l'Union paysanne. Et nous avons posé la question. Qu'est-ce qui marche pas dans le processus pour qu'il y a eu toutes sortes d'incendies et donc on n'a même pas atteint le taux de 50% de la capacité maximale. Et on nous a répondu, c'est parce qu'il y a des particules trop fines qui bouchent les systèmes. Donc, en fin de compte, ça devait coûter 700 millions, ça a coûté 1,3 milliard, dont 300 millions de fonds publics. Et c'est là où arrive ma question. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à mettre cet argent dans des petites et moyennes entreprises, comme le fonds sur la diversification a été très favorable à nos petites entreprises? Excusez-moi, j'ai loupé le fil. Donc, c'est ça, si on imaginait... Oui, parce que le fonds sur la diversification qui a été octroyé aux régions, justement, qui devaient quitter l'amiante, avec raison, c'était normalement pour aller vers une diversification et sortir de la mono-industrie de l'amiante. Donc, on a vu que c'était ces emplois-là qui sont durables, plutôt que d'investir dans un géant au pied d'argile qui nous laisse sur le carreau. Et en plus, les emplois venaient en majorité de l'étranger, je veux dire de l'extérieur de la MRC. Et là, on a entendu parler de chiffres tellement faramineux qu'on imagine, là, tout le monde a des grandes étincelles dans les yeux, mais ça s'avère qu'on a eu beaucoup de cas où c'est plus profitable pour tout le monde. Et monsieur le maire d'Asbestos citait des créneaux d'excellence, l'agroalimentaire, le rendez-vous des écomatériaux qui a attiré des superbes entreprises ici, ainsi que le récréo touristique. Et pour moi, c'est incompatible. Donc, si on veut aller vers quelque chose de très gros qui nous prive de ces créneaux d'excellence et qui amenait une autre image, qui amenait une autre fierté dans la région, c'est ça ma question. Qu'est-ce qui vaut mieux? Écoutez, je la renvoie immédiatement au MEI. Madame Pépin. En fait, on a expliqué tantôt qu'on a investi pour 6 100 000 $ dans les entreprises liées à la valorisation des résidus miniers sur le fonds de 50 millions. Donc, considérant qu'il reste actuellement autour de 4,5 millions, le reste des sommes ont été investies dans majoritairement des PME ici, dans des efforts effectivement de diversification. Et il y aura sans doute là, des bilans de produits ultérieurement, mais la très, très grande partie des sommes ont été investies dans les projets de PME. On parle d'environ 113 projets. Simplement, est-ce que vous pourriez vous nommer pour la sténotypie, s'il vous plaît? Oui, David Letourneau, directeur régional ministère de l'Économie et de l'Innovation en Estrie. Est-ce que ces 115 projets sont de nature publique, les titres? Pas les 113. En fait, ils deviennent publics au moment où l'annonce est faite. Donc, la majorité sont publics, mais on pourrait produire une liste, puis encore là, vous identifier ceux qui ont été annoncés et ceux qui ne le sont pas. Mais pour la commission, sans aucun problème, on peut vous fournir la liste, les investissements, les montants. Pour chacun? Pour chacun, on a tout ça. Parfait. On va vous le fournir. Merci. Merci. Mon nom, c'est Thérèse Legault. Mon questionnement, c'est à propos de l'économie, de la pertinence de relancer le projet d'Alliance Magnésium. Dans le rapport sectoriel P4.8 en page 15, il est écrit que ce métal se négocie présentement à environ 1 à 3 $ le kilo, ce qui est vraiment très imprécis. Rappelons qu'il en coûtait environ 2,50 le kilo à Magnola lorsqu'elle a fermé pour non-rentabilité. Et bien que produisant pour 1,90 $ le kilo de
Magnésium, Norsk Hydro est obligé de fermer son usine. Quel est le prix actuel du magnésium et est-ce qu'il risque encore de fluctuer puis qu'on mette des millions du Québec dans un projet qui semble quand même assez polluant à tous les niveaux, au niveau des gaz émissifs, parce qu'on ne parle pas beaucoup des gaz à effet de serre, mais je pense que c'est un point qui est très, très important aussi, dont que je n'ai pas entendu soulever ce soir. Mais je sais que c'est sur l'amiante qu'on parle, mais il y a l'autre volet à considérer quand même. Je pense que vous avez raison dans un certain sens. Plusieurs rapports sectoriels ont fait nommément référence à Alliance Magnésium. Donc, qu'on discute d'Alliance Magnésium sur certains volets, je veux bien, mais c'est sûr qu'on ne rentrera pas dans le détail. Nous ne sommes pas ici pour faire l'étude du dossier. De toute façon, on n'a rien. Par contre, vous avez posé une question très, très, très précise. Quel est le prix à l'heure actuelle du magnésium? Et je vais demander à Mme Pépin de répondre. Comme j'en ai parlé cet après-midi, donc le prix actuel, donc qui date d'il y a quelques jours, FOB Chine, c'est-à-dire à partir du port en Chine pour le produit chinois, est de 2115 $ US la tonne métrique. Et 87 de la production mondiale vient de la Chine. Actuellement, comme je l'ai expliqué aussi, les produits chinois, donc les États-Unis est un grand acheteur de produits chinois. Les produits chinois ont des droits compensatoires présentement selon le type de produit entre 108 et 305 %. Donc, ce qui veut dire que le prix du magnésium que les entreprises américaines paient peut aller jusqu'à 6 000 $ US la tonne. OK? Donc, entre le 1 et 3 $ le kilo, c'est entre 2 000 et 6 000 $. Naturellement, la variation des prix, c'est l'offre et la demande. Donc, puis toute la conjoncture économique aussi, là, comme tous les matériaux puis tous les métaux. Donc, actuellement, c'est les prix. Pour ce qui est des coûts de production, je pourrais peut-être ajouter ça. Donc, pour ce qui est des coûts de production, naturellement, les coûts de production de ce moment, avec la réalité de Magnola, moi, naturellement, j'y étais pas, là, mais donc, était une chose. Le projet d'Alliance Magnésium adresse un autre type de production avec ses propres coûts de production, avec ses technologies qui sont en partie différentes et similaires. Là, ils en ont parlé hier. Donc, et eux, ils ont leur propre coût de production. Et selon les prix, eux autres aussi, donc ils l'ont évalué dans leur proforma. Donc, selon les prix actuels du magnésium, le projet fait du sens. Et est-ce qu'il y a une grande variabilité depuis un an? J'ai été quand même étonnée. Je n'avais pas fait une grosse étude, donc j'ai regardé ça là, en faisant le rapport. Puis, Madame a entièrement raison. Le prix du magnésium en 2003 était quand même, puis là, je ne l'ai pas exactement, mais il était similaire à ce qu'il est présentement. Plus aux alentours, si on veut, de 2 à 3 000 $ la tonne. Il était à peu près similaire. Mais ça ne répond pas parfaitement à ma question, parce que vous dites, bon, il y a une donc, depuis un an, j'ai pas fait nécessairement depuis un an, mais je suis capable de le faire, par exemple, parce que, particulièrement pour le prix sur la Chine, parce qu'on a des données là-dessus qui sont cumulées. Mais ça serait souhaitable au moins sur 2 ans. Ah, OK, parfait, excellent. On va vous sortir ça. J'ai quand même la curiosité, en tonnes, je ne suis pas trop bonne, mais en kilos, là, hier, ça coûtait combien? Vous m'adressez la question, j'imagine. Oui. Alors, Mme je pense que c'est elle qui va répondre. Vous divisez, vous divisez par 2000. Ça vous donne? Mais je n'ai pas de calculatrice. Donc, ça fait 1 $ le kilo. OK. Par 1000, excusez, ça fait 2 $. Ça fait 2 $ le kilo. Excusez. Oui. Bon, merci. Et puis, c'est rentable. Parce que j'étais en livre. Bonjour, merci. Merci.
Madame Sylvie Berthaud. Bon matin, mesdames et messieurs. Bon matin, madame. Quoi qu'il advienne des recommandations du BAP que vous menez avec brio, parce que c'est vraiment un gros mandat, là, on ne peut pas échapper à la lutte au changement climatique, qui fait partie depuis quelques années quand même du titre du ministère de l'Environnement. Et j'aimerais porter à la commission du BAP un rappel des événements météorologiques qui ont eu lieu dans la région dans les 18 derniers mois. C'est dans un rayon de 30 km autour de Saint-Adrien, qui est une municipalité tout près d'ici. Nous avons eu droit à une micro-rafale qui a affecté des centaines d'acres, touchant 3 municipalités, Wotton, Saint-Adrien jusqu'à Saint-Joseph, enfin qui s'appelle Am-Sud maintenant. Nous avons eu une tornade de force 2 un mois après. Nous avons eu une autre micro-rafale qui a affecté Danville avec des arbres déracinés, cassés et des bâtiments affectés. Nous avons eu un hiver très difficile avec 7-8 périodes de pluie verglaçante. Donc sur les chemins, là au printemps, c'était vraiment abominable. L'état des chemins, là, c'était difficilement carrossable. Ça nous a coûté vraiment très cher. Nous avons eu énormément de tempêtes qui nous ont causé des pannes d'électricité. La plus récente date d'un mois avec une interruption de courant pour 4 ou 5 jours dans certains rangs. Donc ça veut dire pour certaines maisons, pas d'électricité, pas d'eau, pas de chauffage, difficulté à cuisiner. Nous avons eu encore dans ces dernières tempêtes que je n'ai pas calculées, là il y en avait trop, beaucoup d'affectations au niveau des boisés, donc plein d'arbres qui ont été cassés, déracinés. C'est très dur pour l'agriculture. Il y a quand même 246 fermes dans la MRC des Sources et 30 érablières. Donc, sûrement que plusieurs n'échapperont pas à l'année très difficile 2019. Alors, après ce petit rappel, ma question va concerner la loi sur les GES, qui, on nous a dit, avait été adoptée, mise en place en 2017, adoptée en 2018, mais qui n'était pas en vigueur parce que les règlements n'étaient pas déposés. Alors, ma question, c'est qu'est-ce qu'on attend ? C'est d'ailleurs le titre d'un documentaire fort intéressant qui porte sur la décision d'une petite municipalité en Alsace d'opérer la transition énergétique. Et ça leur a permis de créer beaucoup d'emplois, de gagner une certaine autonomie énergétique, alimentaire, en faisant de la réinsertion sociale. Donc je conseille à tout le monde de voir ce documentaire « Qu'est-ce qu'on attend ?» de Marie-Monique Robin. Et crise en chinois signifie aussi opportunité. Et j'aimerais que la MRC des Sources puisse saisir l'opportunité de cette transition énergétique à laquelle on ne peut pas échapper. Ça nous coûte déjà très cher. En ce moment, il y a l'événement de la COP25 en Espagne. Le pape nous précise agissez vite parce que notre maison commune brûle. L'ONU, le GIEC, enfin, la maison brûle, puis on continue de mettre de l'huile sur le feu avec des industries qui ne sont plus viables. Par contre, on peut aller dans le sens, par exemple, des biométhaniseurs individuels pour les fermes. On a vu la vulnérabilité de nos entreprises agricoles parce qu'il n'y avait plus d'approvisionnement en gaz. Ces technologies existent déjà en Allemagne, mais on vient de me dire, une agricultrice vient de me dire que c'est bloqué pour arriver ici. Donc, est-ce qu'on pourrait développer une industrie qui permettrait, par exemple, mais il y a beaucoup d'autres possibilités, de ne plus être si vulnérable et si dépendant, parce que ces bouleversements climatiques, il faut se dire aussi qu'il y a plus de réfugiés climatiques que de réfugiés politiques et économiques de nos jours. Donc, ma question, c'est comment mettre en vigueur la loi concernant les GES, la limitation des gaz à effet de serre, qui déjà nous coûte très très cher. Je vais prendre votre question et la mettre en lien avec notre mandat. Monsieur Walsh, quand il y a des projets, mettons s'il y avait des projets de valorisation des résidus miniers amiantés qui vous sont soumis, est-ce que vous exigez les informations relatives aux émissions de gaz à effet de serre qui pourraient en découler?
Il y a une nouvelle réglementation qui s'en vient à ce sujet-là. Je vais laisser Alain en parler un peu, et si on n'a pas toute l'information, on va aller la chercher, parce qu'on est loin de l'amiante directement. Bon, c'est exactement ça. Il y a, Mme Olivier l'avait expliqué, je pense, c'est avant-hier. Il y a de nouveaux règlements qui arrivent là-dessus, dont, entre autres, un test climat qui va permettre au ministère de tenir compte des émissions de gaz à effet de serre là, dans l'émission des autorisations et d'exiger des choses dans ce sens-là. Il y a quand même, il ne faut pas oublier, par contre, que tous les projets qui sont soumis aux évaluations environnementales, on peut questionner par rapport aux émissions de gaz à effet de serre et obtenir les données par rapport à ça. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Là. J'ai pas, on pourrait revenir effectivement avec ce que Mme Olivier nous avait mentionné. Mais on a un marché du climat ici, donc on a quand même un règlement qui traite des émissions de gaz à effet de serre. Oui, mais ça vise des très, très grands émetteurs. Hein. On parle des centaines et des dizaines de milliers de tonnes par année. Et c'est beaucoup un règlement dans sa forme actuelle, puis de la façon, je vous dirais, c'est un joyeux mélange d'environnement et d'économie. C'est assez bien fait, c'est très détaillé. On pourrait essayer de vous trouver de l'information par rapport à ça, effectivement. Oui, merci. Je m'adresse au ministère, au même, en fait. Est-ce que vous avez des orientations en termes de développement pour y aller avec une priorisation des industries plus vertes? Vous parlez de programme d'infrastructure ou de programme... Ben, en fait, c'est une question très, très large. Vous pouvez piger où vous voulez. Est-ce qu'il y a des orientations qui privilégient ou qui veulent donner une priorité aux industries plutôt vertes? Pas particulièrement. Il y a des guides de bonnes pratiques, des exemples, de bons exemples qui peuvent être possibles d'implanter des cas de figure, mais il n'y a pas d'orientation précise en ce sens-là, non. Ce que je veux dire, là, Monsieur le Président, mes petits-enfants, là, les organochlorés, puis les POP, là, il faut leur en parler dans les écoles. Tu sais, il y a un monsieur qui a parlé au début qui dit « Oh, on est mieux de pas tout dire. Oh, laissez-nous les entrepreneurs. » Voyons donc, on sera pas là, mais que les chimistes vont manger le globe. Faut être consciencieux. Ça prend de la conscience professionnelle. Puis, je m'en allais dire un gros mot. Quand même, il faut devenir humble. Je le sais que vous comprenez tout ce que je veux dire, Monsieur le Président. Je le sais. Ben, je vais prendre ce que vous venez oui, de dire. Puis je vous remercie, puis je vais rester assis jusqu'à temps que vous dites de m'en aller. Très bien. Alors, je demanderai à M. Lachapelle... Vous comprenez le sens de mon interrogation? Non, j'ai très bien compris. M. Lachapelle, est-ce qu'au niveau des écoles primaires et secondaires, surtout, vous avez mis en place des programmes ou des formations qui visent une forme de sensibilisation à l'environnement et au respect de l'environnement? Du côté, ça, je peux vous assurer que c'est le cas. De façon très précise, moi bien que je suis représentant du ministère, je suis plus du côté des infrastructures. Il y a une sensibilisation qui est faite dans le cadre des programmes offerts en lien avec l'environnement. Propre à l'amiante, ça, je pourrais pas dire. Là, il faudrait qu'on fasse des vérifications. Non, la question moi, je parle plus des BCP puis des polluants persistants qui... Monsieur Dupuis. Je pense que son intervention était beaucoup plus large que de dire juste l'amiante, juste le BPC. C'est les contaminants, les agresseurs de l'environnement. Dans le fond. Oui, donc, tu sais, du côté de l'éducation, ça fait déjà partie des programmes, la sensibilisation, autant au primaire qu'au secondaire, la sensibilisation à l'environnement, l'écologie, puis, donc, c'est déjà des paramètres qui font partie des programmes actuels. À partir de quelle année? Ça, j'ai pas ça avec moi. Il faudrait que je vérifie, là, mais je pourrais vous revenir avec les informations requises. Et pour le Dr Jalbert, pour vous, au ministère, est-ce que vous avez des programmes de sensibilisation qui touchent spécifiquement les enfants et les jeunes pour les sensibiliser à l'état de l'environnement et au respect de l'environnement? Bien, effectivement,
Effectivement, nous avons dans chaque direction régionale de santé publique des responsables de la santé environnementale et nous avons une collaboration étroite avec le ministère, en fait les écoles et les commissions scolaires pour ce qu'on appelle l'école en santé. Et toutes les approches qui permettent de construire une vie en bonne santé, y compris, disons, les approches environnementales, sont touchées à travers différentes interventions conjointement avec le système d'éducation. Merci. Et vous, M. Walsh, est-ce que votre ministère a un programme de sensibilisation des jeunes? Oui, il y avait certains éléments sur le site Internet pour, disons, essayer de rallier les jeunes, des publications plus jeunes. Il y avait un monsieur Rafale là, qui était là, qui donnait des conseils, tout ça. Outre ça, je suis certain qu'il y a plusieurs personnes dans les directions régionales qui sont appelées régulièrement à faire des présentations là, dans les écoles, mais s'il y a un programme officiel, je devrais vous revenir avec ça là, pour un programme structuré et officiel, je ne sais pas. Non, mais à votre connaissance, donc, outre les conférences que certains de vos collègues peuvent donner dans les écoles, il n'y a rien de systématique, là. Je dirais qu'il y avait quelque chose de systématique sur notre site Web. Là, sur le site Web. Pour les jeunes. Mais qui s'adresserait à des gens de quel âge? Oh, moi, je dirais que c'est vers 12 ans, peut-être à 14, 15 ans. D'accord. Ça répond à votre question? Je souhaite juste qu'on ait de l'éthique professionnelle. Oui, non. Je souhaite juste qu'on ait de l'éthique professionnelle. Puis que, tu sais, faut pas penser à l'argent. Pensons à nos enfants, puis à la planète, puis à tout. Puis je souhaite que vous faites juste des recommandations. Je souhaite que nos élus prennent vos recommandations. J'espère qu'ils vont être pas pires. En général, ils sont pas pires. C'est tout le temps les décrets. C'est là que le bas blesse. Bon. Merci beaucoup. Merci. Puis vous faites bonne chance. Excusez d'avoir pris votre temps. Il n'y a aucun problème. Parce que dans le lait et dans les animaux, c'était comme ça avait été fait par l'UPA. Est-ce que ça va continuer d'être fait, ce genre de tests-là et de suivi? Écoutez, je peux demander à M. Walsh de répondre, mais pour moi, un projet qui a eu lieu il y a 10 ans avec aujourd'hui, c'est comme avant et après Jésus. La technologie a changé, les normes ont pu changer, les approches ont pu changer, mais je vais quand même relancer M. Walsh. Ça peut être fait encore, ça a été fait... Mais c'est parce que ça peut être fait, c'est ça que... c'est ça que je trouve que c'est pas clair. Mais je comprends que ça peut être fait, ça dépend du projet qui est soumis. Ça dépend du projet qui est soumis, c'est ça. Okay. Soyez un peu plus explicite, M. Walsh, pour que Madame... disons carrément un projet de valorisation des résidus miniers pour produire du magnésium qui est fait d'une manière avec une hydrolyse. Mm-hmm. Parce que Alliance Magnésium martèle qu'il n'y aura pas d'émission d'organochlorés. Mais à ma connaissance et au renseignement que j'ai pris, c'est comme impossible parce qu'une hydrolyse va obligatoirement générer des organochlorés. Alors, peut-être qu'ils veulent dire qu'il n'y en aura pas dans l'atmosphère. Peut-être, c'est ça, je ne sais pas, mais M. Walsh doit très bien savoir. Donc, dans le cas précis dans un cas précis, je suis d'accord que peut-être ça va un peu plus loin que l'amiante, mais en même temps, c'est exactement ça le problème qu'on a. C'est ça. Mais je voulais juste savoir si dans un procédé d'hydrolyse au chlore, où ce que le promoteur dit que le projet ne va pas générer d'organochlorés, est-ce qu'alors, dans ce cas-là, juste parce que le promoteur dit qu'ils ne seront pas dans l'air, et puis, bon, ça veut dire que finalement, il n'y aura pas de suivi. C'est ça mon inquiétude, je pense que vous comprenez. Je comprends, mais j'ai un réel malaise. Ouais. C'est que vous n'êtes pas la première à venir nous
nous parler du projet d'Alliance Magnésium, et c'est correct. Oui. Alliance Magnésium a été cité dans plusieurs rapports sectoriels. Alliance Magnésium, le président est venu nous entretenir hier, mais vous posez des questions pointues qui touchent un projet qui n'y est pas. Le projet n'y est pas. Est-ce que le projet a été soumis au ministère? Oui, le projet d'Alliance le a projet, été soumis au ministère. Le projet, ce que j'ai compris du ministère des Ressources naturelles, c'est que c'est uniquement le projet pilote qui était en marche, là, mais en tout cas, c'est bien ça? Oui, en fait, ce que j'ai dit, c'est que le projet prévoyait la construction d'une usine de production d'environ d'un peu plus de 10 000 tonnes par an à l'hiver 2020. Donc, le projet est... je laisserai les gens du ministère de l'Environnement. Allez-y, M. Walsh. D'accord. Le projet, il y a eu 2 étapes de fait. Il y a eu une première étape qui était un projet pilote. Il y a eu actuellement ce qui a été autorisé, et ça a été autorisé au mois de mars, il me semble. C'est une usine précommerciale. Est-ce que cette usine-là était accompagnée de mesures de suivi dans le milieu? Peut-être pas. Peut-être, par contre, si on continue plus loin et on va jusqu'à l'autorisation de le projet final, oui, il pourrait certainement en avoir. Ce serait une très bonne idée. Par contre, le projet, malgré tout, a été quand même analysé avec toute la rigueur possible. Si vous voulez, on peut en parler un peu. J'ai quelqu'un ici de l'Estrie, de la direction régionale, qui pourrait venir en discuter un peu. Sinon, je peux vous donner des exemples aussi de ce qui a été fait ailleurs. Et vous mentionnez aussi que, dans certains cas, c'est le ministère même qui a fait des mesures dans le milieu, des mesures d'aiguille des conifères. On a évalué, par exemple, l'incinérateur de matières dangereuses à Mercier. Et à ce moment-là, on a fait une campagne de mesures 2 années de suite dans les aiguilles des conifères de la région de Mercier pour voir si l'incinérateur pouvait augmenter un peu, pouvait causer une augmentation des dioxines furanes, entre autres, là, dans le milieu. Le rapport est sur le site du ministère et ce n'était pas le cas dans ce cas-là. Il y a une usine au Saguenay où il y a eu beaucoup d'émissions d'organochlorés. C'était une usine de traitement par des sols contaminés. Et puis, effectivement, le ministère a été très actif à ce niveau-là. Par contre, là, c'était la compagnie qui faisait les échantillonnages à la demande du ministère. Je vous avoue que je ne voudrais pas aller plus loin. Parce que je veux surtout pas ouvrir un dossier pour lequel nous n'avons rien lu. Alors, je ne voudrais pas parler comme ça de façon virtuelle. Je pense que les réponses que vous avez fournies devraient être suffisantes pour le moment. Si un jour le dossier est rendu à l'étape de la consultation publique, vous aurez amplement la place et le temps pour en discuter. Oui, je comprends, je vous remercie. C'est juste le souci que en permettant la valorisation des produits des haldes minières ici, que les conséquences aillent plus loin que juste les retombées qu'il pourrait avoir sur les travailleurs en rapport avec l'amiante, mais que vous ouvriez la porte à des problèmes qui vont avoir des conséquences sur des générations futures aussi pires et peut-être pires que l'exploitation de l'amiante aujourd'hui. Merci pour ce rappel à la prudence. Merci. Alors, voilà, ceci termine notre séjour à Asbestos. Oui? Monsieur Walsh. Ah, Monsieur Walsh. Votre micro. Au début de la séance, je vous ai dit que j'attendais des informations pour la question de l'eau potable. Oui. On avait le maire, je pense, c'est le Coleraine, il faut saluer son désir de protéger la santé de ses citoyens. Donc, j'aimerais bien y répondre. C'est une préoccupation qui est très noble. Je n'étais pas vraiment au courant, mais effectivement, le ministère et le laboratoire, le CAQ, a développé une méthode pour analyser les fibres d'amiante dans l'eau potable. Et puis, il prévoit d'ici 2 ans de commencer à faire des échantillons à travers le Québec pour voir si, effectivement, les tuyaux d'amiantissement ne dégagent pas de fibres d'amiante. Il y a déjà des études qui ont été faites dans le passé, mais ça fait assez longtemps, dans les années 2000, je pense au début des années 2000, ou même avant,
par Santé Canada, où on avait trouvé effectivement qu'il y avait des fibres d'amiante dans l'eau potable. La question de l'ingestion et des risques par ingestion n'est pas vraiment là. Donc, il n'y a pas de critères vraiment de Santé Canada et de l'OMS. Par contre, ça pourrait évoluer. Donc, le ministère se prépare à avoir des données si jamais on en venait à ce niveau-là, à avoir des recommandations là-dessus. Malgré tout, du côté de l'EPA, en 97, je pense, il y avait un critère d'eau potable qui avait été formulé, qui était comme 7 millions de fibres par litre pour des fibres plus grandes que 10 microns. Maintenant, il y avait peu d'évidence, malgré tout, qu'il y avait des effets par ingestion. Je pense que c'était au niveau du cancer colorectal. Mais c'est assez mince. Pour l'instant, on est comme... Ça a été discuté hier. Là. On ne pense pas qu'il y ait de gros impacts au niveau ingestion. Par contre, le ministère se prépare à ce niveau-là. OK. Merci. Madame Dallaire, vous vouliez intervenir? Non? Non. OK, merci. Moi, je posais peut-être la question à M. Jalbert ou son collègue. Est-ce que vous avez recensé des études sur les effets de l'ingestion de fibres d'amiante dans l'eau, soit au niveau national et international? De notre perspective là-dessus, on est tout à fait en ligne avec ce qui vient d'être dit. Il y a encore un débat, mais le débat serait, disons qu'à l'heure actuelle, on dit qu'il n'y a pas d'impact à la consommation de fibres dans l'eau. Certains prétendent qu'il y en aurait peut-être un, mais disons que c'est très minoritaire comme position et la littérature demeure encore incertaine. Merci. Alors, je tiens à remercier toutes les personnes ressources. Je tiens à vous remercier, vous participants, les participants web aussi. Et nous poursuivrons nos travaux la semaine prochaine, mardi prochain, à Thetford Mine. Ça sera à 19h. Merci et bon après-midi. Bonjour, messieurs, dames. Sylvie Berthaud, je suis porte-parole bénévole d'un groupe qui s'appelle Groovidam, groupe pour préserver la vie dans la région de Ham. C'est donc une région qui a été très touchée par Magnola. Magnola, c'était donc Noranda. Et j'ai été très surprise, nous avons été très surpris que la Commission n'avait pas été sensibilisée à cette cause parce que oui, bien sûr, les fibres d'amiante peuvent poser problème, mais c'est très localisé, tandis que les organochlorés générés par les technologies donc d'électrolyse au chlore, pour le bénéfice des gens d'ici, je vais quand même préciser que ce qui nous interpelle, c'est la transformation des résidus de magnésium par le procédé d'électrolyse au chlore qu'utilisait Magnola, qu'utilise Alliance Magnésium et possiblement d'autres entreprises qui aimeraient procéder ainsi. Mais par contre... Madame Berthaud, je sais que la semaine dernière, vous êtes intervenue aussi autour de questions qui gravitent autour de ça. Là. Je tiens à rappeler, et c'est important, là, la Commission n'a pas en main strictement rien par rapport à la technologie. J'en ai trouvé une. Attendez. Parce que la Commission n'examine pas de projet à l'heure actuelle. Il n'y a aucun projet qu'elle examine. Alors, c'est une approche générique. C'est ça. Donc, on ne peut pas commencer à regarder les émissions de BPC, de chlorure, de furane, de nickel. Voyez-vous? Si vous voulez, M. Zayed, je vais juste oui, donner quelques points. Mais n'y allez pas de façon d'un projet précis, s'il vous plaît. D'accord. Donc, dans les documents qui ont été déposés quand même à la Commission, il y a celui de Noranda au ministère de l'Environnement, le PR 4.6.30, qui mentionne que les... Excusez-moi. Par rapport à l'analyse des eaux de pluie, la situation est plus particulière pour les dioxines, furane et BPC. Et le BAP concernant Magnola nous disait que ça pourrait produire un panache d'organochlorés sans équivalent au Québec et au Canada, ce qui a été le cas. De plus, comment est-ce qu'on peut évaluer la pertinence de valorisation des résidus miniers si on exclut cette technique qui, quand même, a été le projet majeur et qui est actuellement le projet majeur, avec, d'après l'entreprise, c'est déjà en route. Tous les containers pour faire l'usine sont arrivés et le projet concerne la
pour la démonstration commerciale 2019-2022. Et on sait que dans ces procédés-là, c'est la période de rodage qui est la plus critique. Magnola, la première année, n'a généré que 10 000 tonnes. C'est ce qui est prévu. Nous a-t-on dit, la direction régionale nous a parlé de 10 000 tonnes, mais dans le dépliant de l'entreprise, on parle de 18 000 tonnes. Mais le procédé est le même, c'est-à-dire qu'il y aura des cellules qui peuvent être augmentées dans le nombre pour augmenter la capacité, mais le procédé est déjà là. Et quand on a entendu le promoteur nous dire que, à notre question, est-ce qu'il y aura des organochlorés, il nous a dit non, il n'y en aura pas, puis de toute façon, s'il y en a, on va les capter. Donc ma question est, concernant l'autorisation qui a été attribuée, peut-on nous prouver comment le processus technique ne générera aucun organochloré? Parce que la réponse a été très évasive, on n'attend pas. Donc, c'est ça notre question. Si on peut avoir la conviction qu'il n'y en aura pas, mais on a consulté des gens très compétents qui nous ont dit, je ne vois pas comment ça peut être. Il y a eu une énorme mobilisation par rapport à Magnola. Il y a une documentation fantastique qui est générée, que ce soit par l'école polytechnique qui parle de risques technologiques majeurs. Je me sens l'âme généreuse. Merci. Je vais vous donner la chance de poser une autre question, parce que celle-ci est irrecevable. Je ne la reçois pas parce que nous n'avons pas le matériel. Je vais juste être une courroie de transmission imbécile qui va transmettre une question pour laquelle je ne pourrai pas suivre les réponses parce que je n'ai pas l'information. Alors, merci de profiter de mon indulgence. Pourrions-nous participer aux rencontres sectorielles afin d'expliquer ce point-là? Bien sûr, toutes les personnes peuvent assister par web diffusion aux rencontres sectorielles. Nous avons même prévu dans le hall d'entrée, je ne sais pas trop quelle est l'organisation, un téléviseur qui va projeter en direct les propos qui seront échangés. Mais bien sûr, vous n'avez pas le droit d'intervenir en posant des questions. Non, parce que ça va être des rencontres sectorielles extrêmement prenantes. Autour de la table, il va y avoir plusieurs personnes. On parle même dans certaines rencontres sectorielles où on sera 20-25 personnes. Donc, on a, par exemple, des chercheurs, juste les chercheurs totalisent, je pense, une quinzaine. Il y a des chercheurs de la Finlande, des États-Unis, de Colombie-Britannique. Ce sont des chercheurs de grand calibre et de toute tendance. Donc, je pense, je suis content que vous souleviez cet aspect-là parce que je pense que ce serait une super belle occasion pour l'auditoire d'écouter ce genre d'échange-là. Je pense que ça pourrait tous nous faire grandir. Pour les mémoires. Pardon? Pour les mémoires. Oui, ça peut être utile, bien sûr, pour vos mémoires. Toute cette information-là ne sera pas seulement web diffusée, mais il y aura également, comme c'est le cas ici, des transcriptions. Donc, chaque mot sera repris. C'est une horreur de lire les transcriptions parce qu'on réalise à quel point nous parlons mal. Parce que tout est mot à mot. Alors, même vos hésitations, on ne peut pas les imaginer, mais on fait juste réaliser que nous parlons très mal. Alors, c'est une boutade en passant, là. Allez-y, madame. D'accord, c'est juste qu'on se demande comment vous aurez le cadre nécessaire pour... c'est comme il est marqué, pour proposer un cadre qui tienne en compte les aspects économiques, sanitaires, sociaux et environnementaux concernant la valorisation des résidus miniers. Si vous n'avez pas l'information qui... donc, nous, on pourrait vous en donner beaucoup, mais si on ne peut pas... Juste pour que vous sachiez, lorsque nous étions à Asbestos, nous avons demandé les autorisations qui ont été délivrées. Donc, on va prendre connaissance de certaines informations à ce moment-là. D'accord, je vous remercie, mais on a demandé aussi des analyses qu'on n'a pas encore. Merci. Oui. Mais elles devraient suivre. D'accord. On a donné suite et elles devraient suivre. Je vous remercie.